Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité en sport. Naturellement, vous connaissez le rendez-vous, c'est les vendredis et les lundis. Nous évoquons l'actualité dans le débrief de l'actualité. Nous débriefons justement l'actualité sportive et ce soir, nous évoquerons justement le bilan de la team camerounaise à la dernière édition des Jeux islamiques de Konya. C'était du côté de la Turquie. On rappelle justement que le Cameroun a terminé avec 13 médailles, dont 2 en or. On rappelle qu'on a fait mieux que les derniers Jeux qui se sont déroulés en 2017 du côté de Bakou, en Azerbaïdjan. On reviendra naturellement sur le bilan de la Guinness Super League, acte 2, parce qu'on en était justement à la 2e édition. Et naturellement, nous sortirons dans les coups de 19h15 sur les Lions indomptables du Cameroun qui pourraient être présents dans la tanière lors du prochain regroupement de septembre. Qui doit être présent dans la liste de Rigobert Song-Bahanac? On rappelle que les championnats reprennent timidement. On en parle avec nos invités. Permettez-moi de vous présenter ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. Le premier est un habitué de ce plateau. C'est un consultant maison. Je l'appelle affectueusement le MAC, Yves Gaston Tiamadeu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir panélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Vous savez ce que c'est un MAC? Je sais pas. On en reparle en fin d'émission. Non, c'est parce que justement vous avez une cervelle d'éléphant. Vous connaissez énormément. Et c'est toujours un honneur pour nous de vous avoir sur le plateau. Honneur partagé. Merci monsieur. Autre invité ce soir, c'est un aîné de la profession. C'est quelqu'un justement qui n'hésite pas à partager avec la jeune génération ses connaissances. C'est quelqu'un qui a couvert plus d'une compétition internationale. Il revient là fraîchement justement de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est disputée au Maroc. Il était déjà à la récente édition de la Coupe du Monde qui s'était déroulée en Russie. Et c'est toujours un honneur pour nous de l'avoir sur le plateau. Monsieur David Yengezima. Bonsoir David. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tu vas bien? Je vais très bien, je vais aussi bien que les sportifs du Cameroun. Avec vous, c'est jamais calme. Merci dans tous les cas d'avoir favorablement répondu présent. Oui. Donc vous mettez un petit coup. Quand on a du temps, c'est bien de le partager avec les autres. Merci infiniment. Le journalisme, c'est ça. Quand on pense qu'on a trouvé quelque chose, il faut le partager avec les gens. Merci infiniment. On disait que le journaliste est un chasseur. Il s'en va chasser et il met à la disposition de ceux qui ont envie de manger de la viande ce qu'il a chassé. Sans peut-être penser à lui-même. Il faut d'abord penser aux autres. Permettez-nous d'en profiter. Mais voilà. Nous, la jeunesse, c'est nous, la nouvelle génération. À côté de vous, justement, quelqu'un qui est comme moi, la nouvelle génération de cette profession. Georges Bimbe, journaliste en service à Radio Sport Info. Georges, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tu vas bien? Tout va bien, on est dans un beau panel et puis je pense que les sujets sont intéressants. Donc comment ne pas aller bien? En rappelant que vous avez un blog noteur stylo parce qu'avec David, on continue d'apprendre. Monsieur, la transition est derrière. On parle du bilan des Jeux islamiques de Konya qui se sont déroulés en Turquie, dont les lampions se sont éteints il y a quelques jours.
commencement, justement, le Cameroun était engagé dans 13 disciplines et à la fin, le Cameroun a engrangé 13 médailles, soit 2 en or, 6 en argent et 5 en bronze. Georges Mbimbe, d'abord on reste sur la participation du Cameroun. On ne va peut-être pas évoquer les conditions dans lesquelles le Cameroun a pris part à ces Jeux, mais ce qu'on retient, c'est que le Cameroun, quand même, au-delà de tout, s'arroge 13 médailles, un peu plus qu'à Bakou. Est-ce que ça cache la mauvaise organisation? Non, je pense déjà que la première chose, c'est qu'il faut féliciter tous les athlètes qui ont participé à... Qui se sont surpassés. Oui, qui ont participé à... Ceux qui se sont surpassés, même ceux qui se sont préparés et qui sont allés de ce côté. La deuxième chose, c'est que... Non, je ne pense pas qu'il faille retenir la performance, parce que la dangerosité avec le fait de retenir la performance, effectivement, ça occulte que le fait, par exemple, que l'équipe nationale des moins de 23 ans en football que la team n'a quitté le Cameroun. Oui, on n'a pas participé au premier match, qu'il y a d'autres athlètes qui n'ont pas participé au premier match. Et donc, ça peut donner l'impression que, effectivement, au niveau de la préparation, on a bien préparé les choses et donc on peut retenir ces performances. Non, moi, je pense même que, en réalité, je vais être un peu taquin ou méchant à la limite, mais ça ne me pose pas de problème parce que ce que les autres font, c'est de la méchanceté. Donc, ça ne me dérange pas volontairement d'être un peu méchant. Je pense simplement que peut-être qu'il fallait ne même pas avoir ces 2 médailles en or. Il fallait se retrouver dans une situation un peu plus chaotique que ça. Parce qu'au fond, si tout est fait pour que ce soit le chaos, pourquoi les athlètes doivent se surpasser, se sublimer pour essayer de nous apporter un peu du blanc dans du noir? Non, il faut laisser les choses dans le noir. C'est fait volontairement. Généralement, c'est fait volontairement. Généralement, on fait tout dans la préparation pour qu'on puisse rien proposer. Donc moi, ça me dérange toujours parce qu'en fait, justement, ça permet à ceux qui font des choses pour que ce soit le chaos de dire dans la lumière que, vous voyez, on a quand même eu 2 médailles en or, on a eu quelques médailles. Donc vous venez vous plaindre de quoi? Pourquoi est-ce que vous voulez évoquer des choses? Vous savez, dans notre pays, c'est soit vous êtes blanc, soit vous êtes noir. On ne supporte pas les gens qui peuvent dire que quelque chose est blanc quand c'est blanc aujourd'hui et dire que c'est noir quand c'est noir demain. Non, on préfère vous catégoriser quelque part. Donc, à la réalité, moi, c'est ça qui me pose un problème. Quand je vois comment ces athlètes-là se préparent, parfois individuellement, dans certaines disciplines comme le judo, ou notamment des disciplines de combat, quand tu vois dans quel contexte ils se préparent pour aller dans ces tournois-là, mais quand quelqu'un rapporte une médaille en or, pourquoi vous souhaitez qu'on y adosse une forme de structure étatique pour mettre cela comme parapluie, alors qu'au fond, on n'a pas fait grand-chose pour préparer ces victoires. Et ça fait très longtemps déjà que ça dure. Ça fait très longtemps qu'il y a la récupération autour de Françoise Vango, qu'il y a la récupération autour de Sydney 2000, qu'il y a la récupération autour de ceux qui ont fait des choses avant. Et je pense qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête. C'est peut-être aussi parce que nous-mêmes, au niveau des médias, on a tendance à exalter et à célébrer ces moments-là, que finalement, on oriente le regard vers cela et on oublie le nécessaire. Donc pour moi, à la limite, c'est pour ça que je dis, et je conclue par là, que j'aurais pu être méchant en disant, moi j'aurais aimé que ça reste le chaos. Comme ça, quand ça va rester le chaos, à un moment, je me dis que même le chaos ne se supporte pas lui-même. Et donc à un moment, il sera obligé de dire, il faut que ça s'arrête. David Yengue, si on ne retient peut-être pas la performance ou la performance en termes sur le plan global, on est parti de 9 médailles en 2017 à Bakou, à 13 médailles en 2022. On est d'accord que c'est une nette amélioration, mais ça n'enlève pas toute la misère des athlètes. Et on va dire quoi? L'impréparation du comité national olympique qui, malheureusement, a obligé les athlètes à errer au Cameroun à 24 heures de la cérémonie d'ouverture. Mais justement, je n'ai pas travaillé sur les statistiques de ces 2 compétitions. Vous voulez comparer ce que nous avons eu à Konya par rapport à ce qu'on a eu en Azerbaïdjan, à Bakou. Non, je pense que la comparaison ne sera possible que si on a participé avec le même nombre d'athlètes, avec les mêmes nombres de disciplines, et que peut-être même ce sont les mêmes athlètes qui sont partis et qu'ils ont performé. Non. Je pense que ce qu'il y a à retenir,
peut-être pas, comme Georges Bubel le disait, il y a quand même à retenir que les enfants sont partis du Cameroun et sont allés remporter des médailles dans des jeux qui regroupent pas mal de pays du monde. Donc en réalité, n'importe quelle médaille est à célébrer et il faut la célébrer comme il le faut. Maintenant, l'autre côté, ce sont les organisateurs. Et il faut le dire, c'est le Comité national olympique et sportif du Cameroun qui s'occupe des équipes comme celle-là qui sont allées et à Birmingham et à Konya. On a bien compris que les Lions indomptables, par exemple les U23 de l'équipe de Guy Armand Féchiné et de Georges, j'allais dire l'entraîneur Georges Laurent Jam, sont partis un jour après le début de la compétition. Ils ont perdu le premier match de leur poule contre l'Algérie, un match Cameroun-Algérie au lendemain d'un match qui s'est joué à Blida. Je pense qu'on a perdu là l'occasion d'entrer encore une fois dans l'histoire en allant dire aux Algériens, écoutez, les grands vous ont gagné, nous aussi on remet ça. On remet ça. Donc on a l'impression qu'on n'a pas honte. Ouais. On a l'impression que la presse n'est pas écoutée. Même, on va dire, pourquoi les athlètes arrivent en retard du côté de Konya, en Turquie? Mais parce que les mêmes dirigeants du Comité national olympique qui sont chargés d'accompagner l'équipe de Birmingham sont les mêmes qui doivent revenir au Cameroun prendre la deuxième équipe qui s'en va à Konya. Eh bien, qu'est-ce qu'on retient d'abord de la première compétition à Birmingham? On retient que les athlètes sont partis et ne sont pas revenus. On retient que ils sont nombreux, les athlètes, qui ont décidé de ne pas revenir au pays. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont allés dans des compétitions où ils représentent le pays et ils n'ont pas la moindre petite participation. Je dis que les athlètes vous disent, j'ai entendu un voice d'un boxeur qui a décidé de ne plus rentrer au Cameroun, simplement parce que il dit, on me demande de boxer pour avoir la médaille d'or, je n'ai même pas 200 € avec moi. Il n'a pas eu de... On dit que c'est au Cameroun qu'on va venir donner les primes de participation. Alors, vous imaginez un jeune Camerounais qui s'entraîne dur, il est qualifié pour une compétition qui est en Angleterre, il boxe devant des personnes qui cherchent des boxeurs et on lui demande de rentrer au Cameroun pour venir prendre sa prime de participation. Alors qu'à côté, on est sûr qu'on lui propose 50 fois la prime de participation. Eh bien, tous les champions du monde de boxe que nous avons, on peut les célébrer, mais ils sont partis comme ça. Et on n'a jamais tiré les leçons de ce genre de départ. Ceux qui rentrent, je crois que dans certaines familles, on leur demande, vous êtes rentrés pourquoi? Donc en réalité, on a l'impression qu'on revient d'un deuil quand vous regardez les images. Les athlètes s'en vont à une compétition, en partant, ils ne sont pas contents, en rentrant, ils ne sont pas contents, et vous comptez les médailles. Mais il faut qu'on arrête ça. Yves Tchamadeu, on ne va peut-être pas parler de fugue parce que là, à Konya, il n'y a pas eu de fugue. Vous avez l'impression? Vous avez compté les athlètes qui sont rentrés? Non, on n'est pas encore. On rappelle que c'est lors des Jeux du Commonwealth, justement, qu'il y a eu des fugues, parce que ça s'est déroulé à Birmingham. Vraiment, ne parlons pas des fugues ce soir. Évoquons justement ce bilan de la participation de la team camerounaise. Yves Tchamadeu. Là, Georges et le président David Yengue parlent de l'absence de responsabilité des uns et des autres. Les joueurs sont abandonnés à eux-mêmes. David Chutet tantôt sur le fait que les athlètes partent en compétition étant tendus, ils reviennent tendus, très fâchés, peut-être parce qu'ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir la compétition. Mais là, c'est l'occasion ou jamais d'interpeller le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Sans mauvaise foi. Mathieu, je pense qu'à l'entame de l'émission, tu parlais des disciplines auxquelles ont participé. Le Cameroun, c'est très discipline. Ouais. Après, on voit qu'on a 13 médailles. Ouais. Ça donne l'impression qu'on a une moyenne d'une médaille par discipline. Je pense, moi, c'est la première chose que j'ai retenue et qui a un tout petit peu attiré mon attention. Mais après... c'est quand même, je te coupe pas 2 médailles en or, 6 médailles en argent et 5 médailles en bronze. Oui, mais je pense que quand on a dit ça,
ce qu'il faut retenir, ce qu'on dit Georges et David. Oui, parce que ce qu'on retient, c'est comment est-ce qu'on se prépare au Cameroun pour aller à la compétition. Quelle est la valeur qu'on donne aux sportifs? Quelle est la valeur qu'on donne à la discipline sportive? Quelle est la place du sport au Cameroun dans son organisation, pas dans sa récupération? Parce qu'on sait bien qu'au Cameroun, on sait bien récupérer le talent, la performance, le sacre des sportifs. Mais on ne sait pas comment préparer ces résultats-là. Malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, cette compétition est complètement, la symétrie on n'arrive toujours pas à professionnaliser les choses chez nous. Je ne veux même pas entrer dans le fond du sujet en essayant de faire une rétrospective sur la valeur des disciplines de sport au Cameroun, comment est-ce que les joueurs s'entraînent, quelle est la courbe de croissance ou encore d'évolution qu'on donne aux athlètes. Je m'arrête tout simplement à la préparation d'une compétition. Si on n'arrive déjà pas à mieux préparer une compétition, pour y arriver à faire des résultats, vous imaginez ce qui se passe au niveau de la base, au niveau du suivi des athlètes. C'est la gadoue tout simplement. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à comprendre que le sport n'est plus qu'une discipline de divertissement. Mais c'est un pan d'industrialisation dans un pays. Et quand vous ne comprenez pas que le sport aujourd'hui peut vous développer une économie à travers une industrialisation, ce que vous n'avez rien compris, et vous êtes dans votre monde à part. On a la chance au Cameroun d'avoir, d'une manière innée, nous-mêmes qui sommes là, nous sommes des amoureux de sport. Nous sommes des amoureux de sport. On a la chance au Cameroun, il y a des amoureux démesurés de sport qui acceptent des sacrifices parfois, je vais dire, au-delà de la normale, parce qu'ils ont un rêve d'aller très loin dans le sport. Et on en profite. Faire aller loin, c'est de faire aller loin. On en profite sur le plan organisationnel et gouvernemental d'une sorte de naïveté de ces athlètes-là pour ne pas leur donner la carrière qu'ils méritent en termes de profil de carrière. Malheureusement, c'est ça. Et on ne sait pas aussi en retour que c'est une sorte de perte. Parce qu'on n'arrive pas à capitaliser en termes d'industrialisation et d'économie sportive qui peuvent même, en termes d'emploi, employer des Camerounais. Parce que je vous prends un petit exemple. Si dans toutes les disciplines sportives, on avait des clubs professionnels, vous imaginez combien de personnes pouvaient être embauchées à travers ces clubs, être payées normalement? Et vous imaginez le nombre de métiers qui découlent de ces sports au Cameroun? Vous imaginez le nombre de métiers qui découlent? Allez dans les pays développés, vous allez voir ce que représente le sport. Le sport, c'est une machine industrielle qui recrute, qui développe, qui donne une valeur aux hommes, qui développe des familles. Mais chez nous, on est encore dans l'étape où on réunit quelques personnes, on joue, les gens viennent regarder, et on s'arrête au niveau de la billetterie, en fait. Cette billetterie qui ne marche même pas. Donc, je pense qu'on ne va pas aller trop en profondeur, mais le bilan qu'on peut faire de ces jeux-là, c'est que sur le plan organisationnel, on tire encore le diable par la queue. On ne peut pas avancer, et je pense que la performance des U23 en dit long. Si on arrive encore au XXIe siècle à arriver dans une compétition un jour après le premier match auquel on devait participer, ça montre simplement vraiment qu'on est encore très loin. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à tirer la sonnette d'alarme, d'en parler comme l'ont fait Georges et David, en espérant que peut-être demain, les choses pourront s'améliorer. Mais ça s'améliorera aussi si on arrête de pratiquer l'impunité. Il faut qu'on apprenne à sévir. Que quand ça ne marche pas, qu'on punisse ceux qui ne veulent pas que ça marche et qu'on essaie de faire avec ceux qui veulent que ça marche. Parce que c'est aussi l'intérêt et des sportifs et du Cameroun. David Eyenge, on va sortir avec vous. Il y a 5 ans par là, on avait presque un même débat sur l'organisation, sur la prise en charge des athlètes. Vous avez utilisé un mot fort tout à l'heure, la frustration, la fâcherie sur le visage des athlètes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inviter le colonel Kalkaba Baboum qui vienne répondre à ça. C'est lui le président. C'est lui qui décide. C'est lui le principal responsable. Personne. Moi, je n'ai pas travaillé dessus. Mais si on dit qu'une équipe arrive en retard, écoutez, l'équipe du Cameroun a été battue forfait en football. Ils sont nombreux qui ne savent pas que l'équipe n'était pas gérée par la Fédération camerounaise de football. Mais la Fédération camerounaise de football, par les actes de son président, pouvait prendre sur elle de déplacer l'équipe de football. Ce serait manquer de respect aux autres disciplines qui sont là, qui attendent. Qui devaient tous s'embarquer dans... Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Comment des athlètes peuvent arriver en retard à une compétition qui se présente? Comment est-ce possible? Et on ne dit rien, on ne fait rien. Quand vous allez le dire ici, on va vous dire que j'en profite pour vous dire,
Le Cameroun organise la Coupe Davis, reçoit la Coupe Davis. C'est la Coupe du monde de tennis. Pour la première fois. C'était la première. 19e participation du Cameroun. Pour la première fois, l'ITF dit au Cameroun, vous allez recevoir le groupe 4, une partie du groupe 4 d'Afrique. 8 pays arrivent ici. Le président de la fédération n'est pas venu sur le site de la compétition pendant les 5 jours de la compétition. C'est un autre débat, on l'ouvrira. Le ministre des Sports n'est pas venu. C'est la Coupe du monde. On vous donne l'organisation et les responsables, les principaux responsables ne viennent pas. Quand vous le dites sur un plateau, vous arrivez, tu sais à qui tu as fait? Tu as parlé mal du président. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il n'était pas là. Il était là. Mais il y a des athlètes qui sont champions du Cameroun et qui travaillent depuis 4 ans, n'ont jamais vu le président de la fédération dans laquelle ils fonctionnent. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal, Mathieu? Mais attendez, il faut qu'on arrête de diaboliser les journalistes. Okay. Nous ne faisons que notre travail. Nous disons exactement, et à l'origine, le journaliste travaillait, apportait les faits pour que les décideurs prennent de bonnes décisions. Okay. Aujourd'hui, dès que vous apportez les faits, on pense que c'est vous qui avez gâté et c'est plutôt vous qu'on doit mettre à côté. Non, il faut arrêter ça. Le Cameroun ne mérite pas d'arriver en retard dans une compétition qu'elle prépare depuis 4 ans. On parle là, justement, de la Guinness Super League sans transition avec justement le sacre de Awa. Awa qui a été sacré au profit justement de Louvre Miprof. Awa qui a été, qui a, on va dire quoi, carrément dominé de la tête aux pieds la Guinness Super League avec la meilleure attaque, 66 buts marqués. Derrière vient justement Louvre Miprof, 52 buts marqués. Éclair de ça, 45 buts marqués. La meilleure défense, encore Awa qui n'a concédé que 12 buts. Amazon FAP qui termine deuxième avec 14 buts concédés. Troisième, le Caïman Fille de Douala, la grande surprise générale qui a concédé 14 buts. La mauvaise défense, Vision Sport de Bamenda, 61 buts encaissés. Renaissance Athlétique, 56 buts encaissés. Et troisième, Authentique Fille de Douala qui a concédé 36 buts. Lamine Mana qui a terminé meilleur buteur avec 19 buts. Marie-Claire Kibinde, 17 buts, Edding Sport, Edding Fille de Yaoundé, et enfin Flora Kameni qui a terminé avec 16 buts. Elle appartient à la formation de Louvre Miprof. Et en quatrième, on a quand même Eliane Aimé Bibout qui évolue avec Éclair de ça, qui a 16 buts. Macha qui a évolué avec Awa, elle a inscrit 12 buts, un coup Gislaine, 12 buts. On va s'arrêter là. Je te donne la parole en premier avant Georges Bimbe. Yves Gaston Tchamadeu, quand on regarde la saison de Guinness Super League qui vient de s'achever, globalement, on en était à la deuxième saison. Puisque la première année, la saison 1, c'était l'année dernière, on vient de terminer la première saison. On se dit quoi? On a progressé ou on a stagné sur le plan de l'organisation et de la qualité du spectacle? Vous savez, Mathieu, quand on fait des débats comme ceci, il faut aussi être capable d'édifier au-delà de critiquer ou de donner des avis qu'on pense pour pouvoir faire avancer les choses. Je pense que je n'ai pas entièrement suivi la Guinness Super League cette saison parce qu'il y a eu cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous a un peu épargné de ce qui se passait sur le plan local. Mais je vais rester sur le mot stagné. Je pense qu'on a été plutôt... on est resté, comment je vais dire, on n'a pas senti une organisation... Une réelle progression. Ou une réelle progression, merci du terme. On n'a pas senti une organisation qui a été progressive par rapport à celle de l'année dernière. Je pense que la Guinness Super League a montré un tout petit peu les mêmes difficultés de l'année passée. Et il faut qu'on se dise une chose. C'est vrai qu'il y a ce naming qui existe autour du football féminin au Cameroun. Professionnel de première division, il faut le préciser. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas cet annonceur qui organise le championnat. C'est pas l'annonceur qui organise le championnat. C'est pas l'annonceur qui décide des stades où on va jouer. L'annonceur a des accords avec la fédération à respecter pour le bon suivi des filles. Maintenant, ce qu'on doit évaluer, c'est le niveau compétitif de ce championnat-là, qui ne dépend pas forcément de l'annonceur, mais de l'organisation et du niveau des équipes. Et ce niveau-là, moi, je l'évalue par rapport à la performance de nos leaders au niveau de la Ligue des champions féminine. La saison dernière, on est sorti au premier tour, Louvre Miprof. Cette saison, attendons voir
à travers le tournoi zonal qui sera organisé en Afrique centrale pour voir le représentant de l'Afrique centrale au niveau du Final 8 qu'organisera la CAF. On verra bien ce que valent nos filles sur le plan africain. Maintenant, il est très tôt de le dire, mais ce qui est clair, c'est que ces filles, elles donnent beaucoup, malgré les conditions difficiles dans lesquelles elles évoluent. Il faut rappeler que pour moi, j'estimais qu'à un moment donné, il fallait qu'on essaie un peu de copier ce qui se passe chez les hommes, parce que vous savez, cette saison, il n'y a pratiquement pas eu de stade en terre battue où on a évolué en premier division au Cameroun. Par contre, chez les filles, c'est encore le cas. Du côté des Bolo, on évolue encore en terre battue. Du côté du Nord, avec Renaissance, je pense, c'est la terre battue. Du côté de Bamenda, c'est pareil. Donc, il faut qu'au niveau de l'organisation, qu'on essaye un tout petit peu de créer une certaine homogénéité en termes de qualité de pelouse pour tous ces matchs, même s'il faut déplacer et mettre les moyens qu'il faut. Ensuite, au niveau de la gestion des filles, des équipes, je pense que cette saison, j'ai été un tout petit peu déçu en quelque sorte de savoir que jusqu'ici, les présidents de club n'avaient pas reçu l'entière subvention depuis le début de la saison. J'ai discuté avec un président de club à l'entrée de cette émission qui m'a confié qu'il n'y avait que 2 clubs qui avaient reçu 2 mois de salaire de cette saison. Vous savez, les salaires sont partagés entre l'annonceur et la fédération. Parce qu'on est passé de 50 000 la saison dernière à 100 000 cette saison. Mais il n'y a que 2 clubs qui ont reçu 2 mois de salaire depuis le début de la saison. Et pour les autres clubs, rien. La saison étant déjà terminée. Et on va finir, il va falloir dresser un bilan, il va falloir préparer la saison d'après. Donc, c'est fastidieux et ça pose un problème au niveau de l'organisation de ce championnat. Donc, je pense qu'il faut pas voir tout beau. Il faut juste dire qu'on a des choses à améliorer. Et je pense que l'amélioration aussi commence par le conditionnement et les moyens qu'on donne à ces filles pour mieux se mouvoir sur le terrain. Et je pense que l'aspect prioritaire ou le nœud important, c'est le salaire régulier que les filles doivent recevoir. Il faut rappeler quand même qu'on est dans un championnat où la plupart sont soit des élèves, soit des étudiants. Donc, il y a certaines qui sacrifient pratiquement les études pour accepter de jouer parfois le week-end où elles doivent composer et tout ça. Donc, il faut reconnaître ce contexte-là et se dire que si elles ont décidé de faire ce choix-là, le minimum c'est d'accompagner, le minimum c'est de respecter l'engagement initial qui a été pris par les responsables de cette organisation-là, sans épargner bien sûr l'annonceur qui a une part de responsabilité au niveau de la gestion des salaires des joueuses. Avant de parler de salaire avec vous, David Yenge, dans un instant, mais avant, Georges Mbimbe, je veux qu'on reste sur les stats, sur la qualité du spectacle cette année. Ce qu'on retient également, c'est Lamine Mana qui a, on va dire quoi, qui a battu le record de celle qui a été sacrée meilleure buteur l'année dernière. C'est Tabé, non, je pense. Bibout. Oui, Bibout qui avait inscrit, je crois, 17 buts. Et il y a la jeune Lamine Mana qui a inscrit 19 buts. Est-ce que c'est la preuve que même si au-delà, à côté, il y a redit, sur le rectangle vert, le spectacle était au rendez-vous? Non, la première chose qu'il faut reconnaître, c'est l'état d'esprit et la volonté de ces filles-là. Tout à l'heure, on parlait des conditions difficiles, mais là, on est sur des conditions directement difficiles. Mais avant ces conditions-là, il y a des conditions beaucoup plus éloignées qui rendent les choses compliquées. Vous savez, dans notre société, une fille qui joue au football et qui veut faire du football son métier, c'est un peu comme un garçon qui veut jouer au football dans les années 60, 67, 68. C'est-à-dire, on a le sentiment que tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Il y a les études. Donc, pourquoi est-ce que la perception en train de changer? Non, c'est petit à petit, effectivement, mais il faut quand même... change. Non, évidemment, il y a une légère évolution. Ouais. Une légère. Mais sur le plan social, il y a cette perception-là. Et c'est pour ça que moi, je prends beaucoup de plaisir à voir la détermination qu'elles mettent sur nos pelouses quand elles ont envie de jouer. Et c'est pour ça que je salue la performance de Lamine Mana. Et d'ailleurs, j'ai été étonné et je comprends toujours pas comment est-ce qu'elle a pu manquer la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pas parce que j'ai le sentiment que c'est elle qui pouvait nous sortir de nos difficultés, mais parce que j'estime que quand une personne réalise des performances sur le plan interne, je trouve qu'il est logique d'apporter un peu la lumière vers cette fille-là. Après, ça reste un choix purement technique et tactique. Mais je m'en voudrais de ne pas dire quelque chose sur le plan organisationnel, parce que de mon modeste poste de rédacteur en chef de Radio Sport Info, j'ai particulièrement suivi
cette année la Guinée Super League. Et je vais dire deux choses. La première, c'est, mis à part les filles, carton rouge à tout le reste, à tous les autres. Pourquoi? Tout à l'heure, Itiamade parlait des présidents de clubs qui évoquent les difficultés que les filles ont. Alors, il se garde bien de dire à ces présidents de clubs que la subvention qui revient au club, pour eux, c'est-à-dire, ils ont reçu leur argent. Il se garde bien de dire à Yves Tchamadeu que pour certains, comme on a décidé de changer le mode de paiement cette saison, c'est-à-dire parce qu'on estimait que lors de la première édition... L'argent va directement dans le compte des joueurs. Lors de la première édition, on utilisait un procédé par un opérateur économique et on a estimé à la fédération et même au niveau du taux sponsor que pour des questions de traçabilité, on va repartir vers la logique des banques. Alors, pour voir clair, avoir un peu plus de transparence, je rappelle qu'il y a une petite commission qu'on a mis à mettre sur pied de certaines joueuses qui sont supposées traquer des présidents qui, dans la liste des joueurs envoyés pour que les joueurs puissent avoir des paiements bancaires, certains mettent leurs frères, leurs cousins, leurs cousines dedans pour émarger. Et donc, il y a une commission qui est mise sur pied pour, au sein de certains clubs pour savoir où il y a des joueuses fictives avec des qu'on a introduit. Et c'est ça, Yves, qui a bloqué certaines procédures au niveau de certains paiements. Parce que quand on a voulu voir clair, certains parmi eux ont donc voulu jouer à ce jeu-là, et certains même parmi eux jusqu'aujourd'hui ont refusé d'aller plus loin dans la procédure de paiement bancaire en estimant qu'ils ne comprennent pas pourquoi il fallait le faire. Ça leur demandait beaucoup. Or, tout ce qu'on voulait, c'est avoir une certaine traçabilité sur ce qu'ils veulent faire. La deuxième chose, c'est au niveau de la fédération. Parce qu'à ce niveau-là, moi, je suis d'accord avec Yves. Vous savez, peu importe ce qui se passe, l'essentiel, c'est le résultat. On ne peut pas finir un championnat et les filles n'ont pas le salaire. N'oublions pas que le président de la FECAFOOT a annoncé en le début de championnat que la fédération va donner 50 000, le top sponsor va donner 50 000. Donc il n'y a rien qui explique que quand le championnat s'arrête, c'est 50. C'est les deux qui font, c'est l'addition des deux qui donnent la somme de 100 000. Donc il n'y a rien qui explique que le championnat soit chez vous aujourd'hui et que les filles, certaines filles, en majorité d'ailleurs, n'aient pas le salaire. Je dis au-delà de ce que je viens de dire là maintenant, c'est inadmissible. Et le même reproche que je fais à la fédération, le même reproche, je le fais au top sponsor. Il est inadmissible qu'on en soit là. Mais tout ça, c'est lié à quoi? Tout ça, c'est lié au fait que on a une structure, un démembrement. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment appeler ça. Je ne peux plus appeler ça ligue. Parce que sur le plan juridique, ils ont modifié, tout simplement parce que la personne qui gérait la ligue, qui est aujourd'hui vice-présidente à la fédération, ne peut pas en même temps gérer la ligue. Donc, ils ont créé une commission qui gère, mais les effigies et les logos, c'est toujours la ligue. Alors, ce que je vais dire pour terminer, c'est simplement que ces gens-là sont supposés structurés, orientés et organisés. Mais après 2 éditions, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire au niveau de l'organisation, au niveau de la structuration. Il faut qu'on s'améliore de ce côté. C'est bien qu'on vienne avec des innovations. La meilleure joueuse d'un match est à 50 000 et tout le reste. Ça aide, ça crée de l'émulation. C'est ce qui est positif, parce que dans un bilan, il n'y a pas que du noir. Mais je pense que par rapport à ce qu'on attendait, et par rapport à ce qu'on annonçait que cette saison allait être, il y a eu beaucoup trop de manquements. C'est pour ça que je parlais d'une saison qui a été stagnée. Après, pour revenir à ce que disait Georges, avant que David prenne la parole, c'est que sur ce mécanisme de paiement des joueuses, je crois que ce qui s'est passé, si je pense que Georges est quand même assez crédible dans ce qu'il dit, par rapport à ce que font les présidents de club pour manœuvrer ce mécanisme de paiement et en trouvant des filouteries et faire payer certains membres de famille, je pense que c'est assez léger pour que c'est fini par le salaire. Je pense que la fédération et l'annonceur sont quand même assez lourds en termes d'institutions pour ne pas savoir comment contourner ça. Il y a des licences. Ces joueuses ont des licences. Il y a des documents légaux qui permettent à ce qu'on puisse tracer si oui ou non une fille est joueuse. À partir du moment où on sait si elle est enregistrée, si elle a une licence, si elle joue,
Elle doit recevoir son salaire. C'est peut-être parce qu'on a découvert cette filotérie-là, justement, que les paiements ont été suspendus. Justement, on peut avoir un service de contrôle. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Oui. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Je veux qu'on reste sur la fête salaire. On parle du salaire. Okay. On va parler de tout ça. Mais vous savez, ce qui peut apporter la solution à tout ça, c'est la science. C'est la science. Et nous avons proposé, ou bien nous proposons à la fédération et même aux sponsors, n'est-ce pas, de nos connaissances, n'est-ce pas. Ce sont des statistiques qui peuvent permettre de travailler, de ne pas avoir ce genre de manquement. Je dois vous dire, Vision de Bamenda a 30 joueuses, Lequier en a 25, Eding a 31, Caïman 28, le Canon a 27 joueurs, Louvre Mimpro 27, FC Ebolova 23, Authentique 25, Éclair de Sa 25, Awa 28, Renaissance 25, FAP 30. L'ensemble des joueuses de la Guinée Super League, c'est 324 joueuses. Donc, ce n'est pas... je ne suis pas un magicien. C'est un début de traçabilité. Non, c'est déjà là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça peut être possible que moi, j'ai la liste des joueuses de Canon et qu'on paye quelqu'un qui est le cousin de... Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais parce que justement... Parce que dans le paiement... Utilisons ce que nous avons... Dans le paiement, c'est 16. J'ai 20 joueuses en fait, c'est 20 joueuses. Les effectifs sont donnés... Non, il y a l'effectif, mais dans le paiement, on vous dit que quand vous avez droit, vous faites ce que vous voulez de votre équipe, parce qu'après tout, vous êtes le président, mais dans la subvention, on prendra juste 16. Je pense qu'on est encore dans l'animation. C'est ce qui se fait. La Guinée Super League, il faut qu'on se le dise, on est encore dans l'animation. On est content que les filles courent partout, derrière un ballon. Il faut qu'on professionnalise le football féminin. David, que faut-il faire? Oui, mais utiliser... Je vous dis que moi, j'ai la solution, par exemple, statistique. Je peux vous dire quelle est la joueuse... Vous parlez tantôt d'un effectif de 324 324 joueuses. Si on dit que c'est 16 joueuses qui font partie de l'effectif, eh bien, on enlève les 14 de plus de FC Bamenda. Pourquoi garder 14 filles qui ne vont pas être payées? On n'est pas dans... C'est pas des négriers. Mais après, il y a un élément compétitif qui compte. C'est que vous ne pouvez pas faire toute une saison avec seulement 16 joueurs. Mais ça veut donc dire que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas signer un contrat pour payer 16 joueurs. Ce n'est pas normal. Okay. Il faut qu'on se le dise. On peut réorienter la subvention. On peut donc orienter la subvention. Et je dis que même avec ce qu'il y a là, n'est-ce pas, on dit, OK, quelles sont les décisions qui sont prises? Je pense qu'on est seulement content de voir les filles courir et de se dire le championnat est fini, tel a marqué nombre de buts. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez même d'abord 324 joueuses et que vous voulez présenter une équipe nationale à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez 6 joueuses, comprends, et personne ne s'en plaint. On court au Cameroun, pourquoi? Combien de joueuses camerounaises jouent à l'étranger? Pour que 20 joueuses du Cameroun viennent de l'étranger pour faire 26 joueuses de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est normal? Il y a une seule gardienne qui joue à l'étranger, c'est elle qui est titulaire. Il y en a combien? Il y a 12 clubs. Il y a au moins 24 gardiennes qui jouent au Cameroun. Non, après, David, c'est une question de performance. C'est une question de performance. On veut bien. Oui. Vous avez regardé les statistiques tout à l'heure. La gardienne de Canon qui était à l'équipe nationale, elle est 40e dans la défense. La défense de Canon, elle est la 40e. Ça, c'est le championnat, c'est pas la Coupe d'Afrique. C'est le championnat, oui, c'est le championnat, c'est la Coupe d'Afrique. Et revenons dessus. Je ne suis pas contre qu'il y ait les joueuses du championnat. La meilleure gardienne du Cameroun, celle qui a encaissé le moins de buts n'est pas à l'équipe nationale. La deuxième qui a encaissé le moins de buts n'est pas à l'équipe nationale. Je vous en prie. Je vous donne par exemple les statistiques en termes de buts concédés, en termes de mauvaise ou de bonne défense. La mauvaise défense, justement, c'est Douala Athlétique, Vision Sport Bamenda et Caïman, fille de Douala. Là, elle parlait de la mauvaise défense et Vision Sport Renaissance Athlétique et Douala Athlétique Su. La meilleure défense, c'est Awa. Je l'ai dit, authentique. Oui, authentique. Voilà. Authentique, fille de Douala. Meilleure défense, c'est Awa, 12 buts concédés.
Deuxième, Amazon Fab de Yaoundé, 14 buts concédés. Et troisième, le Caïman Fille de Douala, 14 buts concédés. Non, je vous ai dit, je travaille sur les statistiques. Il faut dire que ce championnat n'est pas pris, n'est pas respecté. Okay. Les joueurs ne sont pas respectés, que ce soit par les présidents de club ou par les organisateurs eux-mêmes. On est content de voir 12 équipes qui courent, on joue, on a joué mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui est fait à l'intérieur? Est-ce que même notre championnat... Vous estimez que ce qui est organisé au Cameroun n'est pas assez capitalisé? Yves Tchamadou parlait tout à l'heure de la Champions League. Qui est un support d'évaluation réel de ce que vaut ce championnat. Oui. On a vu ce que les Camerounaises ont fait là-bas. Je n'ai rien contre, mais je dois vous dire que dans d'autres pays d'Afrique, dans tous les cas, pour les 12 pays qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations, on a voulu que le championnat de football féminin soit respecté, soit fort à l'étape de la nationale. Je dois vous dire, nous sortons de la Coupe d'Afrique des Nations. 109 joueuses de cette Coupe d'Afrique des Nations viennent de l'étranger, sortent de l'Afrique. 23 joueuses pour le Nigeria, on peut peut-être comprendre pourquoi. Oui. 20 joueuses pour le Cameroun. Les pays qui ont fait qualifier, qui se sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, il n'y a que 7 joueuses de l'Afrique du Sud sur les 26 qui jouent à l'étranger. Oui. La Zambie, il n'y a que 4 joueuses zambiennes qui jouent à l'étranger. Le Maroc, il n'y a que 6 ou 5. Le Maroc n'a que 7 joueuses qui jouent à l'étranger. Et maintenant, le Nigeria qui est qualifié, le Nigeria est la mastodonte africaine qui a 23 joueuses. Alors, le Cameroun... Mais ce qu'il faut considérer, David, c'est le niveau de ces championnats. Mais justement, C'est le niveau de ces championnats. Mais justement, je dis, ce niveau-là fait que ils gardent leurs joueuses à la maison. On peut développer notre football aussi à la maison en payant les joueuses. Okay. Qu'est-ce qu'une joueuse du Kazakhstan ou de l'Israël gagne? Vous croyez qu'elle gagne plus que la fille de Super League? Mais elle est partie en Israël pour jouer. Et quand elle est en Israël, elle joue une fois toutes les 3 semaines. Et vous l'appelez à l'équipe nationale. Et vous avez l'impression que vous avez appelé une joueuse de football. Je préfère encore des filles de Hawa qui vont jouer 22 matchs devant moi, au lieu qu'une fille qui vient du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan ou de l'Israël pour faire partie de l'équipe nationale. Okay. Et vous avez l'impression que vous avez des joueuses. Okay. David, on en reparle. Il n'y a pas de la ségrégation entre celles qui jouent au Cameroun et celles qui sont à l'étranger. Okay. Moi, je dis juste que ce qui prime au-delà de tout ce qu'on dit, parce que toutes sont des Camerounaises, c'est la performance. Okay. Nous sommes d'accord là-dessus. Et j'aimerais aussi dire en plus, en plus de l'équipe nationale senior féminine du Cameroun, il y a les équipes, il y a les sélections inférieures. Ces sélections inférieures qui sont complètement structurées ou encore qui sont complètement, comment je vais dire, animées par les joueurs du championnat local. Okay. Mais quels sont donc les résultats de ces sélections? Justement, ces sélections inférieures au Cameroun. Moi, je veux qu'on reste sur les résultats. Puisqu'on est dans le bilan, je t'en prie, David. Non, Yves. Je t'en prie. Non. En même temps, Yves, vous posez un problème. Il y a aussi le problème du choix des joueuses. Il y a le problème du choix des joueurs. Okay. Je t'en prie. Yves et David, je veux qu'on évolue. Restons sur le bilan de la Guinée Super League. David a évoqué un pan où il parlait tantôt de capitaliser ce qu'organise la Guinée Super League au Cameroun, c'est-à-dire notre championnat. Il parlait tantôt en termes de ratio sur le plan de la représentativité en termes de joueuses au sein des sélections nationales. Oui. On parlait tantôt de n'avoir que 6 joueuses qui évoluent au sein de la Guinée Super League. Yves Tchamadou, la question est toute simple. Comment capitaliser ce qui se fait? Je m'arrête depuis 2 ans au Cameroun en sélection nationale. Moi, je vous prends l'exemple simple. Vous avez une jeune joueuse comme Ngok qui a fait une excellente canne. Qui vient de s'engager justement à l'RM sans Ligue 1. Je voulais vous poser la question. Quelle était la meilleure Camerounaise à la canne? Oui, vous pensez que la famille d'Ngok, ses parents, refuseront que cette fille signe professionnelle à Reims parce qu'il faut favoriser le championnat camerounais? Okay. Non. Vous imaginez c'est ça que ce soit possible? Il faut terminer avant que David ne réagisse. En football féminin, la FIFA n'a pas encore régularisé l'aspect des transferts. C'est ça qu'il fallait dire. Les clubs ne gagnent pas encore de l'argent quand les joueurs sont transférés. C'est pas encore encadré. On signe de manière gratuite. Oui, sauf que on signe de manière gratuite. Mais sauf que ces filles représentent un espoir pour leur famille quand elles y vont. Parce que forcément, en termes de salaire
et d'émoluments, ce sera meilleur. C'est nettement supérieur à ce qu'on gagne au Cameroun. Ce qu'on devrait dire, ce qu'on devait tenir comme discours, au-delà de la promotion des joueurs du championnat local en sélection nationale, c'est la capacité à capitaliser sur le plan organisationnel notre championnat pour qu'il soit de plus en plus compétitif, qu'on ait un club local qui est capable de se retrouver en finale et de Ligue des Champions, même si nous serons qu'à la deuxième édition, et que les salaires dont on parle, le minimum qu'on promet, puissent passer pour permettre à ces filles d'avoir une motivation, de partir à des conditions pareilles et de pouvoir revenir pour continuer à peaufiner leur apprentissage. Georges, on va rester dans la logique du grand frère David Yengue qui parlait tantôt de pouvoir rendre plus compétitif notre championnat, la Guinness Super League. On en sera à la 3e édition l'année prochaine et il faut aller au-delà d'un peu plus de 6 joueuses. En termes de représentativité en sélection nationale, on est d'accord qu'il faut aller appeler les joueuses qui sortent du Kazakhstan, de la Moldavie et qu'en sais-je. Mais là, il va falloir justement qu'en termes d'impact, de créativité, entre autres, que la Guinness Super League soit un peu plus représentée en sélection nationale. Que faire? Mais tout ça, c'est une décision politique liée à la vision qu'une fédération peut avoir. C'est des discriminations. C'est-à-dire, je comprends parfaitement Yves Kamade quand il dit tout à l'heure que le tout c'est la performance, la logique performance est importante. Mais en réalité, dans la logique de sélection, il n'y a pas toujours la logique performance qu'on met en avant. Il y a des discriminations qu'on fait en fonction de là où on va et de ce qu'on veut faire. C'est pour ça que je comprends souvent le débat qu'on a même chez les hommes quand on dit « Mais attention, ils ont fait une sélection, il n'y a personne qui joue localement. » En réalité, quand on dit il n'y a personne qui joue localement, c'est pas parce qu'on veut absolument, mais c'est que à travers la personne qui joue localement, il y a un produit qu'on veut vendre. Il y a le Made in Cameroun qu'on veut vendre et qu'on veut développer. Et il y a une vision qu'on veut avoir. Alors la vision, est-ce que la vision c'est d'avoir des joueurs qui se diront ou qui peuvent se dire que pour que je vienne en sélection, il faut que j'aille au Kazakhstan. Je dois m'expatrier. C'est un exemple que je prends. Ou alors la vision, c'est de dire, tu peux rester à Canon, tu peux rester à Caïman et tu peux aller en sélection. Okay. Et donc, à partir de ce moment, il y a des discriminations. Ça dépend de là où on se situe, positive ou négative, qu'on peut faire. Cependant, je suis d'accord sur un seul point et je refuse. Moi, je refuse beaucoup qu'on tape sur les doigts du sponsor. Pourquoi ? Parce que pour financer notre football à l'état actuel, ça ne sera que par des sponsors. Je pense juste que il y a des gens qui sont en charge d'organiser. C'est pour ça que j'ai aimé ce que Yves disait tout à l'heure. Il n'était pas là il y a 3 ans. Quand il disait qu'il faut qu'on fasse une bonne démarcation. Il y a des gens qui organisent. Ouais. Il y a le sponsor qui vient. Souvent, j'ai eu l'impression que le sponsor prend même trop de place sur certains aspects. Mais là encore, pour moi, la responsabilité revient à ceux qui sont supposés gérer. Parce que ce sont eux la Fédération camerounaise de football. À travers sa ligue. Ce sont eux qui doivent rentabiliser et capitaliser derrière l'apport que le sponsor doit avoir. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de dire à ce sponsor, mouf, entre guillemets, pas besoin, pardon pour cette expression, on n'en a pas besoin, on peut se retirer, parce qu'on ne peut pas. Le plus important, c'est de savoir comment le canaliser, comment l'orienter et rendre ce qu'il apporte un peu plus capitalisant. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on a Il n'y a pas un problème, au contraire. Personne ne peut dire que le sponsor, c'est mauvais qu'il soit là. Au contraire, le sponsor, on est bien content. Mais que le sponsor reste à sa place. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'à la fédération, on a donné le football aux sponsors. Et qu'on ne parle que du naming et pas du football. Pas en mettant 50 000 francs pour les joueurs. Mais je vous dis non. S'ils mettent 50 000, il faut donc qu'ils s'arrangent à ce que les 50 000 arrivent aux joueuses et qu'on ne nous dise pas que les joueuses n'ont perçu qu'il n'y a que deux clubs qui ont perçu. Ouais. Mais je disais qu'il faut penser le football féminin parce qu'à l'époque, on a construit notre équipe sur le football féminin des filles qui jouaient à l'étranger parce qu'on n'acceptait pas que les filles jouent ici. Et il vous l'a dit, quand vous êtes à la maison et que vous décidez... à changer. Aujourd'hui, ça a changé. Il faut qu'on capitalise. L'équipe nationale du Cameroun qui a construit les Lions Indomptables a été construite au Cameroun. Okay. C'était avec Canon, c'était avec Union, c'était avec Tonnerre, c'était avec Unisport, c'était avec Racine. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas aller courir. Je vous dis, vous prenez pour 2 semaines des filles, je dois vous dire,
le Cameroun a 4 filles qui viennent de France, 2 qui viennent du Kazakhstan, 2 de Biélorussie, 2 d'Italie, 2 de Turquie, 2 de USA, 2 de Russie, 2 du Nigeria, 1 d'Espagne, 1 d'Israël. Vous ne pouvez pas avoir une équipe en 3 semaines qui ressemble à une équipe nationale du Cameroun. Et certains de ces championnats, je vous comprends pas, ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas professionnels. Okay. L'Italie, où joue notre je crois n'est pas professionnel. C'est passé professionnel cette saison. L'Italie, où jouait Chout Adjara, n'était pas professionnel jusque-là. Donc, en réalité, ce n'est pas jouer à l'étranger qui confère... Qui est la solution. On a vu que les 26 joueuses... Sauf qu'on connaisse que c'est notre professionnel. La meilleure des 26 joueuses du Cameroun, c'était Ngok Monique, 17 ans, qui jouait à Éclair de ça. Et si on a constitué 17 joueuses, je ne dis pas qu'il y ait des quotas, mais si l'entraîneur de football féminin du Cameroun décide de prendre 17 joueuses du championnat national et 9 joueuses du championnat à l'étranger, alors on aura une meilleure équipe nationale de football féminin. Arrêtons de penser que c'est quand on est à l'étranger, au Kazakhstan, qu'on joue mieux que la deuxième meilleure joueuse de cette équipe des Lions Indomptables, Dossard numéro 15, latéral gauche, ça fait pas 3 mois ou 6 mois. Colette Nzana. On est tous d'accord, on a regardé cette compétition et ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Il y en a qui font l'Europe depuis. Mais sauf que c'est les meilleurs de notre championnat qui vont là-bas. Malheureusement, on n'arrive pas à les retenir parce qu'on ne met pas les moyens qu'il faut. Il faut les retenir avec les moyens, c'est ce qu'on a dit. Monsieur, on va vous dire merci d'être passé par ici. Yves, merci. Je vous en prie, mon chef. Mais vous avez constaté qu'on n'a pas parlé justement des Lions. On remet le débat vendredi prochain. On aura d'autres. On est parti d'avoir le même panel. Mais parce qu'en réalité, le sujet du football féminin n'est pas un sujet après une compétition comme celle-là. Canal 2 International.